merci d'avoir invité. J'aurais bien aimé être présent à toute l'école, mais j'ai trop de renseignements à faire pendant ce semestre. Je ne pouvais pas me libérer. Et puis, j'ai d'autres responsabilités, justement, dans la Climatera. Alors, j'ai juste mis une slide pour exprimer d'où je parle en tant que chercheur en sciences politiques. Bon, ayant fait diverses publications que j'ai mis juste pour la déco. Effectivement, on a publié ensemble dans un ouvrage sur l'IPBES. On avait fait un petit chapitre sur les interfaces, justement, quelles leçons du GIEC pour l'IPBES. Là, je travaille beaucoup maintenant sur le local. J'aurai peut-être l'occasion de l'expliquer plus tard. Pourquoi ? Je suis redescendu dans les échelles. Je travaille sur l'international. Maintenant, je travaille sur le local, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et je suis vice-président de la Climatera. Et depuis 2015, je me suis fortement impliqué d'abord dans la rédaction du rapport. Et puis, d'autre part, dans les conférences et les ateliers, les activités qu'on a dans les différents territoires de Nouvelle-Aquitaine. C'est une grande région, il y a 12 départements, auprès des collectivités locales, et qui me donne donc l'occasion aussi, l'opportunité de réfléchir un petit peu à la question de comment on arrive à partager des savoirs scientifiques avec des acteurs de terrain, notamment des élus. Alors, je ne sais pas trop comment me positionner. Après avoir accepté de parler d'une question, je me suis demandé à qui je parlais, ça je ne savais pas, et puis comment j'avais positionné ça. Alors peut-être ça part un peu dans tous les sens. Bon, voilà, j'ai essayé de réfléchir à la question de quelle science avait-on besoin pour l'action publique sur le développement durable et l'environnement. Quelle est la science mobilisable, quelle est la science utile, etc. Et en fait, si je résumais, je pourrais m'arrêter là d'ailleurs, si je résumais ma présentation dans le science, je dirais que finalement la science n'est pas très utile pour l'action publique, contrairement aux apparences, mais qu'elle soit sollicitée en permanence. Et que, d'autre part, que finalement, la science que l'on fait, ce n'est pas forcément la science dont l'action publique a besoin, ou la science dont dont elle aimerait pouvoir disposer. Et que donc, c'est plutôt, voilà, ma présentation, elle est plutôt sur ce hiatus entre la production scientifique, dans sa diversité, évidemment, disciplinaire, et puis, je ne parle pas de pluridisciplinarité parce que c'était le focus de l'autre présentation, donc je me suis auto-censuré là-dessus. On aura l'occasion d'en discuter ensemble, j'imagine. Mais je suis surtout pensé à cette articulation science-décision publique. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, il y a une sollicitation croissante, en particulier sur les problèmes d'environnement, à la fois pour des questions de diagnostic, comment diagnostiquer les problèmes, comment les analyser, et quelles solutions y apporter. Et vous avez en permanence une demande de décideurs politiques à différentes échelles, y compris dans la région de Nouvelle-Aquitaine, l'exécutif régional, qui dit on a besoin des scientifiques, on a besoin d'avoir des connaissances supplémentaires, etc. Mais alors, l'autre aspect de cette demande, c'est que plus la décision publique est technico-scientifique, plus elle échappe aux citoyens. D'une certaine façon, plus ça demande que le citoyen dispose lui-même de connaissances scientifiques ou d'un accès à des connaissances scientifiques. Et ça devient un enjeu démocratique très important. Et donc, cette science qui n'a jamais été autant sollicitée, en même temps, la question est de savoir quel est le savoir scientifique mobilisable pour la décision. Et ce n'est pas une question qui va de soi, à mon avis. Et on voit bien que cette question, elle a été posée de longue date avec la multiplication des interfaces sciences politiques à l'échelle internationale. Et deux grands exemples qu'on a, c'est le GIEC et l'IPBES, mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez dans toutes les conventions internationales des organes scientifiques et techniques où on parle aussi de ces questions-là, de comment l'expertise peut être mise à la disposition de la décision. Et on en parle de façon d'ailleurs souvent très conflictuelle, ou à l'échelle nationale. Or, multiplier ces interfaces, à l'échelle nationale, c'est tous les conseils scientifiques de ceci et de cela, qui se sont multipliés et en fait, ça ne résout rien. C'est-à-dire que ça n'a pas pour l'instant résolu ce hiatus entre connaissances scientifiques et action. L'autre problème qui se surajoute, c'est que la science, il ne faut pas que je m'éloigne, c'est que la science n'a pas le monopole du savoir pertinent pour l'action collective en société. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi combiner des savoirs scientifiques et des savoirs profanes. Alors, tout le monde est pour, hein, parce que politiquement, c'est bien, quoi, les citoyens, les autochtones, etc. En pratique, quand on arrive à un certain nombre de discussions,
on s'aperçoit que ce n'est pas toujours si simple de faire coïncider ces différents savoirs, de les faire coexister. Et enfin, ça pose la question de la place du scientifique dans la cité et du rapport et de son rapport au pouvoir politique. C'est-à-dire quelle place on accepte de jouer dans la cité en tant que scientifique. Alors, ce que nous montrent les sciences sociales, c'est d'abord que le savoir, il est construit et qu'il est, en même temps, il construit le réel qu'on observe. Et donc, chaque type de savoir, alors là, l'illustration, c'est, bon, j'ai pris ça dans une autre présentation, où on montrait comment la réalité de l'océan peut être perçue par différents types de savoirs. Alors, vous avez une cartographie assez simple, vous avez une cartographie des zones de pêche, et puis après, vous avez une perception beaucoup plus sensorielle. Chaque type de savoir, chaque type de connaissance, évidemment, donne à voir une réalité différente et correspond à une forme d'intelligence du problème à résoudre. Et là encore, ces différents types de savoir, il n'y a aucune raison qu'ils soient compatibles a priori. Ce qui ne veut pas dire en plus que toutes les formes de savoir se valent. Parce qu'un problème de la décision, ça va être ensuite de hiérarchiser les facteurs qu'on prend en compte. Et donc, ça ne veut pas dire que non, on doit mettre sur le même plan toutes les formes de savoir. Et la question, évidemment, se pose de savoir qui doit faire ce travail de mise en compatibilité des savoirs. D'autant que tous ces savoirs, ils sont situés, y compris le nôtre, y compris le savoir des scientifiques. Il n'y a pas de savoir neutre. Alors évidemment, quand on dit ça à des scientifiques des sciences du vivant et a fortiori des sciences physiques ou sciences de la Terre, en général, ça ne passe pas très bien. Une connaissance, même y compris scientifique, elle est... voilà. Oui, mais ce n'est pas très important, mais c'est parce que c'était le bout qui me manquait. Voilà, une connaissance, y compris scientifique, donc c'est produit pour une finalité donnée. Alors, c'est même dans un projet de recherche, vous connaissez bien la problématique, dans une finalité d'expertise, c'est l'expertise encore plus située puisqu'elle est en général l'objet d'une commande, notamment par des décideurs potentiels, elle est toujours construite en fonction d'un contexte, donc il y a des biais, il y a des limites, il y a des prénotions qui sont attachées à cette connaissance-là. Les savoirs experts qui sont mobilisés au service d'un projet sont construits pour cette fin. Ça ne veut pas dire que ce sont des savoirs illégitimes. Ce n'est pas parce que c'est des savoirs experts ils ont, en termes de valeur, ils ont moins d'intérêt que les savoirs fondamentaux. Vous savez, il y a des gens qui sont pour la science pure, ça n'existe pas en réalité. Alors, et le problème, évidemment, c'est que ces savoirs finalisés, ils sont aussi instrumentalisés par les acteurs sociaux, à commencer par les décideurs, notamment ceux qui commandent les expertises. Alors l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, c'est juste pour vous détourner un peu, pour ne pas rester en abstraction, c'est quand le Premier ministre de l'époque portait le projet de Notre-Dame-des-Landes, compte tenu de son origine politique en Loire-Atlantique, eh bien, il avait demandé à ce que les services de la Direction générale de l'aviation civile établissent un rapport d'expertise prouvant que la construction de cet aéroport était absolument indispensable. Donc, les services se sont mobilisés, ils ont produit un rapport d'expertise qui prouvait que cet aéroport était indispensable. Les opposants, à ce moment-là, sont allés chercher un cabinet de consultants néerlandais qui a produit un contre-rapport prouvant que cet aéroport n'était pas indispensable. Okay, là, ils étaient bien embêtés quand même au cabinet du ministère des Transports. Donc, ils ont dit que le rapport, le contre-rapport ne valait rien du tout, etc. Et puis, vous savez qu'ensuite, la décision a changé. Quand on a changé de président, il a dit on laisse tomber Notre-Dame-des-Landes, mais il faut enrober tout ça. Donc, à ce moment-là, on a demandé à la même Direction générale de l'aviation civile et au même DGAC de produire un rapport montrant que l'aéroport n'était pas indispensable. Et la DGAC, la même administration, a produit un rapport montrant que l'aéroport n'était pas indispensable, qui était tout aussi valable scientifiquement, pour autant qu'un rapport puisse être valable scientifiquement, avec les limites de validité habituelles. Voilà. Donc, ça veut dire que, quand je parle d'instrument, vous voyez que le problème, c'est que, bon, c'est quoi la connaissance dans tout ça ? Bon, la contre-expertise citoyenne ou associative ne s'en sort pas forcément mieux, parce qu'elle échappe pas à cette règle. Soit on est face à une critique de la science dominante, c'est-à-dire votre science qui nous dit qu'il faut faire ceci ou cela, un projet comme ceci, comme cela, ça vaut rien parce que c'est de la science de dominant. Bref, argument évidemment politique, par essence. Soit
on mobilise une science alternative. Mais alternative en quoi? Alternative parce qu'elle produit des données alternatives, alternative parce qu'elle repose sur des concepts ou des cadrages alternatifs. Et donc, ça pose à la fin la question du rapport au fait scientifique. Est-ce que le fait scientifique existe encore? Est-ce qu'il y a encore des faits sur lesquels on peut appuyer la décision? Peut-être que le fait lui-même a disparu. Peut-être qu'on le malmène quand même dans toutes ces opérations d'expertise, de contre-expertise. Donc moi, je suis assez favorable à la contre-expertise citoyenne, mais il ne faut pas non plus en avoir une vision irénique. Ça ne résout pas les problèmes. Et enfin, ces savoirs, ils sont construits dans un contexte extrêmement contraint socialement. Il y a des contraintes organisationnelles. Bon, je suis peut-être bien placé pour savoir. On vit dans les labos, on vit ça tous les jours. Il y a des cadres psychoculturels de ceux qui produisent le savoir, qui jouent, y compris les cadres culturels. Il y a le savoir de l'homme blanc, etc. Bon, vous voyez quel type de questionnement je fais allusion. Il y a la question des méthodes choisies, qui sont très... Alors, en sciences sociales, on est particulièrement... le débat sur les méthodes est particulièrement vif, mais j'imagine que dans les autres disciplines, ça joue aussi beaucoup. Les données disponibles et les questions d'acquisition de données supplémentaires, qui, là, jouent beaucoup dans les sciences du vivant de la Terre. Quel est le coût, par exemple, d'acquisition, pas seulement les coûts financiers de ces données. Donc, ça veut dire que finalement, si on regarde à ce qu'est la science comme production, elle est assez inadaptée à la décision politique, assez incompatible. D'abord parce que la construction des problèmes publics obéit à des logiques et à des formes de pensée qui ne sont pas forcément compatibles, par exemple, qui ne recoupent pas la division du travail scientifique. En fait, ce n'est pas un problème, il suffit de mobiliser plusieurs sciences, mais justement, la mobilisation simultanée par une expertise pour un projet de décision de plusieurs sciences différentes, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Et ce n'est pas quelque chose que l'on fait, que les décideurs savent faire forcément. Et donc, vous prenez un problème relativement simple, comme est-ce qu'il faut construire une retenue d'eau agricole dans telle ou telle région, qui est un enjeu social important de contester, et bien, ça mobilise finalement un nombre assez important de disciplines scientifiques différentes. Et le type d'expertise qui va être mobilisé, ça ne va pas forcément être reflété, en réalité, cette diversité des problèmes scientifiques qu'il y a derrière. Moi, je travaille dans la Climatera tous les jours avec un hydrologue. Voilà. Il y a des sujets sur lesquels il peut se prononcer, d'autres pas, et on a besoin toujours d'être en pluridisciplinarité, et ce n'est pas facile. C'est déjà pas facile à réunir dans le cadre scientifique et dans un cadre de décision. J'ai par exemple discuté avec vendredi dernier à propos des questions d'aménagement avec des cadres du CEREMA, un organisme qui conseille notamment les collectivités. Ils disaient, on essaye de faire en sorte que, par exemple, il y ait des écologues qui soient impliqués dans les opérations d'urbanisme. Mais faire entrer un écologue à côté des urbanistes ou des paysagistes dans des équipes, ou des économistes à côté dans des équipes qui font de l'aménagement, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Donc, cette mobilisation, alors, vous voyez, c'est pour moi un problème un peu différent de l'interdisciplinarité scientifique. C'est comment vous mobilisez différentes sciences dans un contexte social de décision. Et c'est pour ça que je ne crois pas trop à une Earth System Science unifiée. Moi, j'étais très copain avec les gens qui travaillaient sur le programme Earth System Governance, et j'ai refusé d'y entrer parce que des copains néerlandais de Pays-Bas, parce que je trouvais que leur volonté de tout mettre comme ça dans une espèce de cadre unifié avec des concepts unifiants, quelque part, ça me gênait. Et je pense qu'il faut garder la richesse de nos différences scientifiques, et c'est particulièrement le cas en SHS. On a des différences ontologiques, épistémologiques, méthodologiques. Il faut faire de ces différences une force, une complémentarité, et pas du tout et vouloir fondre tout ça dans un cadre commun. Je me souviens d'une fois où j'avais participé à une réunion du CNFCG à Toulouse en 2012, et on m'avait dit, vous allez faire la contribution des sciences politiques à la modélisation climatique. Oui. Bon. Et en gros, ce qu'on me demandait, c'était vous, les sciences politiques, vous nous donnez une batterie d'indicateurs, pas trop quand même, pour qu'on puisse les rentrer dans nos modèles.
Et là, je me suis dit, mais un, ça ne le fera pas, puis pas moi en tout cas, et puis deuxièmement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ou que ça peut fonctionner. Et donc, on a quand même toujours ces petites... et on a eu ce débat avec Wolfgang, on a toujours un petit peu ces frottements, et je crois que ces frottements-là, ils sont utiles. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, le problème, c'est qu'on a des résultats de scientifiques, et sur le climat, on a vu les énormes progrès qui ont été faits grâce à la mobilisation qu'a entraîné la création et le fonctionnement du GIEC, qui a fait un appel d'air, en fait, aussi pour la recherche. On a des résultats de sciences qui sont complexes, qui sont nuancés, qui sont incertains, probabilistes, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ni appréhendables, ni utilisables par les décideurs politiques. Tout ça, le complexe, le nuancé, l'incertain, c'est pas bon. Okay. Donc, et on voit bien que dans les rapports du GIEC, c'est très explicite quand vous manipulez même les synthèses qui sont censées être accessibles aux décideurs politiques. En réalité, c'est rédigé d'une façon ils ont besoin encore de nouveaux traducteurs. Et souvent, d'ailleurs, les décideurs politiques ne connaissent des rapports du GIEC que la note de synthèse de 2 pages de leur conseiller de cabinet ou l'article de presse publié de préférence dans un journal du soir pour que ça soit légèrement plus étayé. Donc, le reste, voilà, c'est inaccessible. Et je fais référence ici à un article de Eckwitt et Dahan sur les 2 degrés, le choix des 2 degrés, où ils montrent comment, à partir d'une production du GIEC, où vous aviez au départ une fourchette, comme toujours dans les scénarios du GIEC, on a isolé la valeur médiane qui était les 2 degrés, et on en a fait, à partir de là, sur une décision de la Commission européenne en 1996, l'objectif politiquement lisible qu'il faut. Et depuis, évidemment, on est arc-bouté sur il faut tenir les 2 degrés, comme si c'était la ligne Maginot du climat, avec le risque de fétichisation d'un seuil qui est très contesté par beaucoup de climatologues en disant et alors il suffit de regarder ce qui se passe sur le terrain en termes d'impact du changement climatique. Les impacts qu'on subit déjà sont déjà énormes avant d'avoir atteint les 2 degrés. Donc ça veut dire que peut-être que ce n'est pas aussi important que ça. Mais pour le politique, il fallait une espèce d'emblème, un totem, et il fallait quelque chose à accrocher, qu'on puisse désigner comme objectif. Alors, des choses comme la controverse scientifique, qui est essentielle pour faire avancer nos travaux. On a besoin de controverses scientifiques, on a besoin de différences, on a besoin de gens qui ne pensent pas la même chose, qui innovent, etc. Qu'est-ce que ça donne traduit dans le langage politique? Ils ne sont jamais d'accord entre eux. Et ça a été exploité à fond par les climato-sceptiques pour dire, voyez, il y a des gens qui ne pensent pas pareil. Mais heureusement qu'il y a des gens qui ne pensent pas pareil, parce que sinon, bon, la science... Et vous voyez qu'il y a vraiment un univers et un fonctionnement social de la science qui est très différent de la façon dont fonctionne le monde politique. Et évidemment, le plus évident, la question de la temporalité, l'obsession du court terme par rapport au temps long de la recherche, qui est aussi un facteur bloquant. Ce qui fait qu'en fait, souvent, les décideurs politiques, ils voudraient qu'on leur donne le résultat, on leur donne hier le résultat des recherches qui n'aboutiront que dans 10 ans ou 20 ans, si vous voulez. Il y a une espèce de hiatus permanent dans la commande scientifique. Alors, juste une remarque au passant, c'est que ce frottement permanent, ça donne toujours la création... Alors, il y a les 2 degrés qui est un exemple intéressant, mais bon... Ça donne souvent la création de construits pseudo-scientifiques. Alors, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, parce que ce concept des hotspots de biodiversité, il a été tellement socialisé, tellement incorporé, accepté. Mais au départ, qu'est-ce que c'est? C'est Conservation International, donc comment on appelle ça? Une ONG, mais qui a fait rupture avec le WWF parce qu'il trouvait que le WWF était trop mou et trop inefficace. Et eux, ils voulaient appliquer les méthodes du management à la conservation et aller chercher de l'argent là où il était, c'est-à-dire dans les entreprises. Et les hotspots de biodiversité, c'est un concept qui a été inventé par eux pour récolter de l'argent. C'était la fonctionnalité du concept, c'était d'aller chercher du funding dans les entreprises. Donc dans les entreprises, il faut un message clair. Voilà, là, vous avez de la biodiversité à sauver. Si vous donnez 50 millions de dollars, nous allons sauver, je ne sais pas quelle espèce, dans quel biotope local. Et en fait, c'est marrant de voir que c'est un concept qui a très bien fonctionné
parce qu'il avait cette qualité. L'inconvénient, évidemment, c'est si vous protégez les hotspots, qu'est-ce qui se passe de la biodiversité ailleurs? Et est-ce que la biodiversité, c'est quelque chose qu'on peut réduire à quelques hotspots, hein, spots, c'est-à-dire des endroits où il y aurait des espèces emblématiques qu'il faudrait protéger, puis voilà. Ce n'est pas forcément la vision que les biologistes ont de la question. Ça, ça a été repris par la France, hein, ça vient du ministère. C'est pour montrer comment il y a une espèce de domestication, intériorisation du concept. Donc, le bleu, c'est les eaux sous juridiction française, les points chauds, c'est ce qui est encerclé, et c'est les zones rouges, là. Et le vert, c'est le reste, c'est-à-dire c'est ce qu'on ne protège pas, tu vois. C'est les endroits où la biodiversité n'a pas d'importance. Si je lis avec un peu de mauvaise foi le concept, c'est ça que ça... Pourquoi elle sera en rouge? Mais parce qu'il y a des espèces rares. Le hotspot, c'est pas la valeur intrinsèque c'est le fait que dans un endroit, c'est un endroit aride, tu peux avoir une espèce à protéger. C'est justement, tu as l'espèce emblématique, tu vas chercher. Alors je me souviens plus, quand j'ai vécu en Somalie pendant 2 ans, donc peut-être je devrais m'en souvenir, mais il y avait une espèce d'antilope assez rare, d'ailleurs tellement rare que je ne suis pas sûr qu'il en existe encore. Enfin, si ça peut vous permettre de récolter de l'argent auprès des entreprises, c'est quand même intéressant. Et donc, je reviens à l'autre question que j'ai soulevée en introduction, la limite des interfaces institutionnalisées. Alors, évidemment, ça a joué un rôle très important, c'est très utile, enfin, je veux dire plein de choses bien positives sur IPCC et IPBES. La question, c'est plutôt que les interprétations dont elles ont fait l'objet, notamment les interprétations venues des Science and Technology Studies, qui en font des organisations frontières où on définirait des concepts qui permettraient de résoudre justement cette question de l'incompatibilité des univers scientifiques et politiques. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je vous ai remis ça. On avait beaucoup discuté à l'époque. C'est le processus IPCC. Et ce qui est bien, c'est que les couleurs, ça vous montre... Alors, les parties les plus bleues, c'est quand on est dans le domaine des scientifiques, et les parties du vert, c'est quand il y a du politique. Alors évidemment, présenté comme ça, les scientifiques, des fois, ça les fait râler en disant « Mais attendez, nous, on fait un travail scientifique, sauf que c'est une organisation internationale qui a été fondée dans le cadre du système onusien par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, et vous avez un processus qui prévoit à différentes étapes, je ne reviens pas dans les détails, tout le monde connaît ça, l'intervention du politique. Et ça joue sur les résumés pour les décideurs, c'est le cas le plus connu, sur l'adoption des rapports en plénière, sur la nomination des experts. Et donc, c'est quand même la fameuse division en 3 groupes de travail, ce n'est pas une décision scientifique au départ, c'est une décision politique au moment de la création du GIEC, pour organiser les travaux. Et c'est Mostafa Tolba, un diplomate égyptien, qui est très bien, hein, je ne discute pas ses qualités, qui avait proposé ça, parce que c'est un gars qui avait l'art du compromis politique. Donc, simplement pour dire que ça ne me dérange pas du tout. Moi, je suis politologue, hein, qui de la politique, ça ne me gêne pas. Ce que je veux dire, simplement, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'objet. Il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. C'est une organisation utile, mais ce n'est pas forcément ni une communauté épistémique, ni une organisation frontière. Et on peut retrouver des problématiques avec, notamment l'IPBES, avec la forte intégration des parties prenantes dans le processus de l'IPBES, qui était probablement quelque chose absolument indispensable compte tenu des controverses qu'il y avait sur l'utilisation durable de la biodiversité, mais qui va aussi vraisemblablement produire des effets dont on ne mesure pas encore tous les résultats, puisqu'il faudra un peu de recul sur expérience. Hein, l'IPBES existe et produit seulement depuis quelques années. Et dernier élément, si c'était aussi efficace ces interfaces, eh bien, on aurait davantage d'efficacité en termes de décision politique de ces bilans scientifiques. Or, on s'aperçoit que malgré la qualité des rapports du GIEC, malgré le caractère de plus en plus appuyé de l'alarme, on n'a pas de décisions politiques qui ont été à la hauteur de ça. Et pour l'IPBES, ça n'en prend pas le chemin non plus, hein, avec ce qui s'annonce pour la dernière session de la 15e conférence des parties de la Convention biodiversité.
Donc la question, c'est de savoir, ça sert à quoi la science? Et tout est basé sur, en fait, un malentendu. C'est cette idée qu'on trouvait traditionnellement dans la littérature, science speaks truth to power. Donc les scientifiques disent la vérité, et ensuite les hommes politiques, les décideurs, s'en emparent et décident sur cette base. Sauf que ça ne fonctionne jamais comme ça. Et donc, l'idée qu'il suffit qu'il y ait une vérité scientifique qui soit livrée aux décideurs pour qu'ils agissent en conséquence, empiriquement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à l'échelle internationale, ça ne fonctionne pas à l'échelle nationale et ça ne fonctionne pas à l'échelle locale. C'est pour ça que je suis descendu en échelle. Comme ça, je ne sais pas si je dois descendre plus bas. Mais pour l'instant, même arrivé au niveau d'une communauté de communes, ça ne fonctionne pas comme ça. Les expertises qui détonnent, celles qui gênent, elles sont mises de côté. Ça, on connaît bien cette situation. Jusqu'à ce qu'il y ait une crise qui oblige le pouvoir politique dans l'urgence à revoir complètement sa vision, ou qu'il y ait un lanceur d'alerte qui arrive socialement à faire passer des choses. Seul, finalement, ce qui intéresse, c'est le savoir utilisable, useful knowledge, dans la littérature en anglais. Et c'est ça qui intéresse. Le savoir qui est intéressant, c'est celui qui légitime l'action du décideur politique. C'est mon histoire d'aéroport Notre-Dame-des-Landes de tout à l'heure. Et cette action, alors, si elle est simplement légitimée par la science, sur quelle base est-elle fondée? Sur autre chose. Et ce autre chose, ça va être une série de considérations. Alors, on peut en revenir si vous voulez dans la conversation, mais je parlais tout à l'heure en aparté d'une décision qui va être prise sur un projet de centrale photovoltaïque à côté de Bordeaux, le projet Oriseo. Et quand on voit sur quoi se fonde la décision de l'autorité préfectorale qui va prendre le projet, je peux vous dire une chose qui est absolument certaine, ça ne se fonde absolument pas sur des considérations scientifiques. Et pourtant, parce qu'il y a eu une commission particulière du débat public qui a été créée, puisqu'il y avait un débat public organisé par la CNDP, il y a eu une énorme production d'expertise supplémentaire autour de ce projet. Mais ce n'est pas ça qui pilote la décision, ce sont d'autres paramètres. C'est pour ça que je disais de façon un peu provocante au début, l'action publique n'a pas vraiment besoin de la science. Mais elle a besoin qu'un discours scientifique soit éventuellement mobilisable dans certaines configurations de décision. J'arrive à mes conclusions. Je ne sais pas si ça va au niveau timing. J'ai laissé de côté l'interdisciplinarité. Moi, ce qui m'intéresse ici, dans cette présentation, je ne parle pas dans ma vie scientifique, c'est la pluridisciplinarité en situation de décision. C'est-à-dire comment on pourrait arriver à mobiliser plusieurs disciplines de façon conjointe pour peser sur la décision et de façon à mieux répondre à la demande sociale. C'est pour ça que je crois pas mal à ce que nous faisons dans le cadre d'Acclimatera, parce que c'est loin d'être parfait. Et là, je suis en train de me chiner sur la rédaction d'un cahier qu'on va publier sur les énergies renouvelables et la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine. Et ce n'est pas simple de mettre tout le monde d'accord. Mais bon, c'est pour essayer de peser en mobilisant des disciplines scientifiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'organiser l'interdisciplinarité dans le travail scientifique en tant que tel, bien entendu. C'est un autre sujet. L'enjeu essentiel, pour moi, c'est le partage du savoir scientifique pour combattre les croyances. Et il y a une recrudescence extraordinaire des croyances. Alors, je vous mets un truc absolument délirant, le platisme, la croyance que la Terre est plate. Bon, voilà. Les fake news se vendent beaucoup mieux que toutes les autres news, en particulier les news scientifiques. Donc, à chaque fois qu'on intervient dans le débat public, à chaque fois que je suis dans une conférence pour Acclimatera, je suis confronté à des fake news. Et à chaque fois, il faut les redémonter, évidemment. Le déni, à la limite, bon, c'est presque plus simple à traiter. Et donc, il faut faire ce travail avec les décideurs, avec les citoyens. C'est ce qu'on essaye de faire avec Acclimatera. Autrement dit, pour moi, aujourd'hui, la question du scientifique, c'est de s'intéresser au devenir social de ses productions, s'il veut absolument assumer sa responsabilité. Et donc, c'est moins une nouvelle science qu'une nouvelle façon d'être attentif à notre environnement social, finalement, et de communiquer sur notre science, sur les sciences que nous pratiquons.
Le débat public repose rarement sur une confrontation de faits scientifiques. Alors là aussi, cette idée que plus on va mettre de faits scientifiques dans l'arène publique, à la disposition du public au sens large, plus on aura un débat public éclairé, etc. Non. Moi, ce que j'ai constaté, puisque là j'ai suivi 2 débats publics locaux d'assez près, celui sur Orizeo et celui sur l'éolien en mer au large de l'île d'Oléron, c'est qu'en réalité, les faits scientifiques n'ont aucune valeur. En la matière, si vous voulez, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Hein. C'est-à-dire que vous avez, ce qui importe aux différents contradicteurs, c'est de pouvoir mobiliser de façon sélective pour appuyer leurs opinions des faits scientifiques isolés ou des éléments de littérature isolés qui vont puiser dans la littérature de façon extrêmement ponctuelle. Et il y a eu un conseil scientifique, par exemple, qui a été mis en place pour l'éolien en mer de l'île d'Oléron, aucune espèce d'impact. Rien. On est inaudible. Ça n'a servi à rien, en fait. Ils n'ont pas été mobilisés in fine. Parce que ça ne se jouait pas comme ça. Il y a des contre-exemples, comme le jury citoyen, et toutes les expériences qui s'en inspirent. Pourquoi ? Parce que dans un jury, le principe d'un jury citoyen, c'est que vous instruisez les citoyens à qui vous donnez la capacité de débattre. Vous leur apportez une éducation scientifique, une information organisée, et donc vous leur donnez les moyens de s'approprier les faits scientifiques sur lesquels ils peuvent ensuite réfléchir, et donc vous changez qualitativement le débat. Mais dans la plupart des cas, quand il y a un débat, par exemple, ce qu'on appelle un débat public en France, c'est-à-dire consiste à organiser une réunion où ceux qui sont les plus grandes gueules vont s'exprimer le plus, eh bien, vous n'avez absolument pas ce type Donc ça pose un réel problème sur la façon dont on peut mobiliser les éléments de connaissance scientifique pour intervenir dans un débat public. Et dernière chose, alors j'aurais peut-être dû commencer par là, la science robuste, ça ne suffit pas. Parce que l'action publique se fonde que très partiellement sur des arguments rationnels. Et j'en ai toutes les semaines des confirmations dans ce que je peux observer de l'action publique de l'État ou des collectivités en Nouvelle-Aquitaine. Sur les enjeux d'environnement, je ne me limite qu'à ça quand même. L'irrationalité n'est pas que là. Donc voilà, c'est pour dire que si on commence par regarder comment se prend la décision publique, alors là, je veux dire, si j'avais traité de ça, là, vous m'auriez chassé avec des horions et un coup de pommes pourries, parce que si je vous cassais la baraque. Parce qu'en réalité, il n'y avait plus besoin de sciences de durabilité. Il n'y a plus besoin de sciences du tout. Voilà. Vous pouvez construire les arguments les plus sérieux, les plus solides, et regardez sur le climat à quel point ça s'est amélioré. Hein. Ça intervient très peu. Très très peu dans la décision. Et j'aurai des exemples, mais je ne vais pas vous casser les pieds avec ça. Simplement, je pense que chacun a les siens en tête. Voilà, puis c'est tout, je pense que c'est ma dernière slide, donc je n'ai probablement plus rien à dire. Voilà.